Assistante, merci de me permettre de présenter à la place de mon maître, le professeur Brahim Khel, les techniques et les indications de l'angiographie au CO2. Depuis les années 50, le CO2 a été utilisé comme agent de contraste pour l'exploration du corps droit. Aux années 70, son utilisation a été proposée comme agent de contraste chez les patients ayant une insuffisance rénale ou une allergie aux produits iodés. Mais ce n'est qu'avec l'avènement des nouvelles techniques d'imagerie numérisée et les nouveaux modules de soustraction que l'angiographie au CO2 devient applicable aux explorations des vaisseaux périphériques. Néanmoins, au début, la préparation standard était assez compliquée et aléatoire, rendant son utilisation en routine difficile et non sécurisée. En effet, cela nécessitait une multitude de tuyauteries, de manomètres pour relier la bouteille de CO2, en plus des seringues, les poches à réservoir, avec tous les risques de contamination microbienne ou à l'air ambiant. Actuellement, avec le nouveau module d'injection, la technique est devenue à la fois simplifiée et codifiée. En effet, l'injection est automatisée et permet de réaliser des purges et de délivrer avec une grande précision le volume et les pressions ciblées. En outre, on note que l'installation est aussi simple que sécurisée avec des lignes de raccord dotées d'un filtre antimicrobien et des valves anti-reflux. Quant aux indications, le CO2 trouve sa place chez les patients allergiques aux produits de contraste iodé, ceux ayant une insuffisance rénale, mais également devant les facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier le diabète et l'hypertension artérielle. Et l'utilisation du CO2 comme agent de contraste est particulièrement intéressante chez les patients transplantés rénales. Nous rappelons rapidement que le CO2 est un gaz qui n'est ni néphrotoxique ni hépatotoxique. Il ne provoque pas de réaction allergique, il est invisible, incolore, indolore et n'a pas de dose maximale toxique. Le seul inconvénient, c'est sa faible radio-opacité. Pour ses propriétés physico-chimiques, le CO2 ne se mélange pas avec le sang. Après son injection en intravasculaire, c'est en effet une colonne de gaz qui va se déplacer à l'intérieur du vaisseau et qui va donner une image angiographique blanche, à la différence des produits classiques iodés qui sont noirs. Le deuxième point, c'est sa viscosité, qui est 400 fois inférieure à celle du produit de contraste. Ceci est intéressant pour les injections à travers des microcathéters qui peuvent aller en dessous du 3 French. Il faut noter que le CO2, c'est un gaz qui est très soluble dans le sang, 20 fois moins que l'oxygène, ce qui permet une élimination rapide. Cette élimination, elle est totalement pulmonaire, donc aucune agression rénale. La dernière caractéristique, c'est sa flottabilité. En effet, le CO2 il va flotter sur le sang, sur la partie superficielle du vaisseau, de l'intérêt d'une petite surélévation des membres de 10 degrés pour faciliter l'avancement de la colonne du gaz. Alors, pour quel territoire peut-on utiliser le CO2 ? Le CO2 il est utilisable pour tout l'arbre artériel en sous-diaphragmatique, c'est-à-dire l'aorte abdominale, les artères iliaques, les artères rénales, les artères digestives et les artères membres inférieures, mais également pour les accès vasculaires d'hémodialyse. Pour le système veineux, le CO2 n'a pas de restriction d'utilisation. Les restrictions elles sont en rapport avec le risque accru d'embolie gazeuse dans les troncs à destinée cérébrale. Donc il est recommandé de ne pas les injecter le CO2 pour les tâches subdiaphragmatiques. Ceci comprend la coronarographie et l'aorte ascendante et la crosse de l'aorte. Il faut éviter également le CO2 s'il y a présence d'une insuffisance pulmonaire, d'une communication inter-auriculaire ou ventriculaire ou une malformation artério-veineuse pulmonaire. Alors, pour les effets indésirables, l'injection du CO2 peut être accompagnée par des effets indésirables qui sont dominés essentiellement par les douleurs au moment du déplacement de la colonne. Ces douleurs sont généralement légères et rapidement passagères, mais il faut les prendre en considération, notamment si on va réaliser les procédures sous anesthésie locale. Les sensations de fourmillement, de nausées, de palpitations peuvent être également rencontrées, mais ils sont moins fréquentes. Alors, le paramétrage est assez simple.
Le paramétrage de l'injecteur il comporte des réglages de pression de l'injection qui doit être juste en dessus de la pression tensionnelle du patient, sans dépasser une différence de 50 mm de mercure pour éviter une dissection à l'injection du gaz. Le volume nécessaire, il dépend du territoire à explorer, mais aussi de la distance entre le site d'injection et l'artère cible. D'où l'intérêt d'une opacification sélective ou super sélective qui va réduire les volumes nécessaires. Et enfin, je note que les manœuvres de purge sont indispensables pour éviter la contamination avec l'air ambiant et par la suite les embolies gazeuses. Alors, ici, nous avons une vidéo qui montre le raccord du patient avec l'injecteur automatique, qui est assez simple, avec les manœuvres de purge de l'air ambiant. La ligne comporte un filtre microbien et une valve au bout qui va empêcher le reflux. Alors, par la suite, nous allons voir des démonstrations des cas cliniques qui montrent, malgré la projection, une qualité d'image qui est satisfaisante, qui permet l'exploration de l'arbre artériel et le contrôle des procédures de revascularisation. Ici, on a à gauche une opacification au CO2 et une occlusion de la fémorale superficielle qui empêche la progression de la colonne de gaz, d'où l'intérêt d'un complément par du produit de contraste classique iodé. Pour les axes de jambes, on peut noter aussi la similitude entre l'injection classique au produit iodé et celle au CO2. Même chose pour l'étage aortoïliaque, on a des images satisfaisantes à l'injection du CO2. Ici, on a souvent l'habitude de compléter juste avant la dilatation par une petite injection d'une petite dose de produit de contraste iodé pour vérifier l'étendue des lésions juste avant la mise en place de stent ou de dilatation au ballonnet. Le CO2 il est aussi utilisable pour les accès vasculaires d'hémodialyse où on visualise bien la sténose à la crosse de la veine céphalique. Alors pour conclure, il faut dire que l'angiographie au CO2 est une technique qui est sûre et reproductible avec des résultats non comparables avec ceux du produit iodé, mais plutôt complémentaires. En effet, nous ne cherchons pas à remplacer la technique classique iodée, mais plutôt de profiter de toutes les technologies ambiantes. Et cette technique ne va faire qu'enrichir l'arsenal dont ils disposent les chirurgiens endovasculaires. Je vous remercie.